Salut Mathilde. Salut Marie-Juliette. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de cette série consacrée aux manchots. Les manchots, on va souvent dire que c'est, contrairement aux pingouins, des animaux qui vivent dans l'hémisphère sud, mais on a une espèce de manchot qui est le manchot des Galapagos, donc qui est originaire de ce célèbre archipel où notamment on a Darwin qui a fait ses découvertes sur les pinsons et qui est à l'origine de la fameuse théorie de l'évolution. Donc les Galapagos, c'est un archipel sud-américain qui est vraiment situé à la limite entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud au niveau de la ligne de l'équateur. Donc comment ça se fait qu'on ait ce manchot qui soit aussi nordique par rapport à ses cousins ? Ouais, alors comme tu disais, du coup les manchots sont plutôt apparus dans l'hémisphère sud, notamment au niveau de la Nouvelle-Zélande et du continent antarctique. Ensuite, ils se sont répandus un peu partout au niveau de l'hémisphère sud en suivant en fait les courants marins. Ils suivaient surtout les courants très froids qui sont souvent des courants où il y a beaucoup de proies. Hein. C'est des courants où les proies sont très accessibles. Donc ils ont suivi un peu ces courants et se sont retrouvés un peu partout au niveau de l'hémisphère sud, donc jusque dans les îles subantarctiques, au niveau des côtes sud-américaines, au niveau de l'Afrique du Sud, etc. Et les manchots des Galapagos, on pense qu'ils auraient suivi le courant de Humboldt, qui est un courant qui remonte le long de l'Amérique latine justement à l'archipel des Galapagos, qui est encore une fois un courant très froid, très productif. Donc ensuite, ils se sont retrouvés là et ils se sont retrouvés dans un endroit où il y avait assez peu de prédateurs, de compétiteurs, donc on pense qu'ils sont restés parce qu'ils avaient de la place, tout simplement. Alors justement, Humboldt, c'est un nom intéressant puisque ça va donner le nom d'une des espèces de manchots. On a les manchots de Humboldt. Et puis, on va peut-être en profiter pour terminer sur les espèces de manchots actuelles, en plus du manchot des Galapagos. Alors les manchots actuels, ils sont regroupés dans une seule famille qu'on appelle les Sphénicidés. Donc Marc, peut-être que tu voulais dire quelque chose sur l'étymologie de ce mot ? Ben oui, c'est l'occasion de resaluer les auditorices. Salut, chers auditorices. Alors, je pense que l'étymologie nous raconte des choses. En l'occurrence, sphénicidé, c'est intéressant, c'est même presque poétique. Sphène, cette racine grecque, signifie le coin. Et donc sphénicus, sphénicidé, ça vient de là, c'est le petit coin. Et pourquoi petit coin ? Tout simplement parce que, alors il y a plusieurs hypothèses, mais moi celle que je privilégie, c'est celle que ces oiseaux, on les voit surtout quand ils sont à terre. Rares sont ceux qui les voient dans l'eau. Et à terre, leur tête avec leur corps dessine tout simplement un coin, vu que ce sont des oiseaux qui sont toujours debout, droits comme des i. Et donc ça, sur la glace, ça dessine un coin. Et donc l'étymologie la plus probable de sphénicidé est celle-ci, le petit coin. Toute ressemblance avec les toilettes ou les WC serait évidemment fortuite et indépendante de notre volonté. Chère Mathilde et cher MJ. Merci pour la précision. Donc aujourd'hui, on aurait entre 18 et 19 espèces de manchots qui sont répartis en 6 genres. Alors le genre le plus connu, c'est probablement Aptenodytes, qui regroupe 2 espèces, donc le manchot royal et le manchot empereur, qui est le plus célèbre de tous les manchots. D'où la célèbre marche de l'empereur dont on va parler dans l'épisode sur les manchots et la culture, évidemment. Oui, exactement. C'est le manchot auquel on pense quand on pense à manchots. Donc les Aptenodytes, c'est des manchots de grande taille. C'est des manchots qui sont caractérisés par la présence d'un patch jaune-orangé au niveau de leur gorge et au niveau de leur cou. C'est des manchots qui vivent sur les îles subantarctiques et autour du continent antarctique. Alors je sais pas si tu avais prévu de le faire, moi je vous pose une colle à toutes les deux et évidemment je la pose à l'auditorice qui nous écoute. Est-ce que vous faites la différence au premier coup d'œil entre un manchot royal et un manchot empereur ? Alors Mathilde fait oui de la tête, on va voir si MJ lève les yeux au ciel, elle réfléchit. Alors, est-ce que ce serait pas la cuillère qu'ils ont sur le bord du cou, cette belle cuillère ? On appelle ça la cuillère chez ces oiseaux. C'est-à-dire que, il me semble, je parle sous ton contrôle Mathilde, que le manchot empereur, la cuillère n'est pas fermée, ça dessine une petite anse orange magnifique sur le bord de son cou. Là où chez le manchot royal, cette cuillère pour le coup est fermée, c'est-à-dire que les lobes se touchent. Et donc c'est comme ça qu'on fait tout de suite la différence entre le royal et l'empereur. Moi, je vais tricher, je vais dire que la différence que j'arrive facilement à faire entre un manchot royal et un manchot empereur, c'est les petits. Parce que d'un côté, t'as les bébés manchots empereurs qui sont vraiment minuscules, qui sont gris, avec cette tête blanche au niveau du milieu et du bas, et noire, avec on dirait qu'ils ont un petit chapeau noir au-dessus, et le bec est noir aussi, alors que les manchots royaux, ils ont des bébés assez étonnants, on dirait quasiment des kiwis, c'est-à-dire qu'ils sont bruns, hyper duveteux, et même beaucoup plus gros
en fait, que les petits manchots empereurs. Donc moi, c'est comme ça que je fais la différence. Mais merci beaucoup, Marc, pour la précision. Du coup, c'est bien ça, Mathilde, c'est bien cette histoire de cuillère. Oui, c'est ça, exactement. Et puis on les reconnaît aussi parce qu'ils vivent pas au même endroit. Les manchots empereurs, on les retrouve vraiment sur le continent antarctique, donc au niveau des glaces, alors que les manchots royaux, eux, ils sont plutôt sur les îles subantarctiques. Donc si on regarde des photos des deux, on a un indice quand on regarde leur environnement. On va pas avoir de manchot royal sur la glace et inversement, pas de manchot empereur sur les îles qui sont un peu herbeuses. Tant que j'y suis, puisqu'on parle des Aptenodytes, c'est un des 6 genres de manchots. Je voulais en donner l'étymologie, je vais le faire maintenant si tu m'y autorises, Mathilde. Alors tout ce qui est dutes, c'est le plongeur, donc là pas de miracle ni d'étonnement, il y a le fait qu'ils plongent tout simplement dans leur nom, et aptéron, apténo dans ce cas-là, ça veut juste dire qu'ils sont sans ailes. Alors bien sûr ils sont pas sans ailes, mais c'est ce que tu as pas arrêté d'expliquer, c'est-à-dire que leurs ailes sont modifiées en palettes natatoires, et que du coup voilà. Donc en gros apténodytes, ça veut juste dire celui qui plonge et qui a pas d'ailes. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, on peut parler d'un autre genre qui est le genre Pygoscelis, qui va rassembler 3 espèces, donc le manchot papou, le manchot à jugulaire et le manchot Adélie. Donc ça, c'est des petits manchots qui sont assez trapus. Ils ont un bec qui est assez court. Alors leur nom, ça veut dire queue en brousse. En anglais. Ouais, en fait, ils ont vraiment cette queue qui ressemble vraiment à un genre de botte de paille qui leur permet de s'équilibrer quand ils sont à terre. D'ailleurs, le manchot Adélie, on l'appelle aussi le manchot à longue queue, à cause de justement cette queue qui est assez longue par rapport à d'autres manchots. Ouais, c'est même, alors là pour le coup, c'est pas qu'elle est assez longue par rapport à d'autres manchots. Le manchot Adélie, entre autres caractéristiques notoires, c'est celui de toutes les espèces qui a la queue de loin la plus longue. Et ce genre-là, Pygoscelis, on reconnaît pugé, pugé qui en grec veut dire les fesses, l'arrière-train, le cul, ce que vous voulez, la croupe. Et tout ce qui est skélos, c'est la jambe, le membre. Et donc que les jambes partent du derrière, ce qui n'est pas très étonnant non plus, des fois. Faut pas chercher loin pour l'étymologie. Donc Pygoscelis vient de là. C'est un peu mes petits préférés, les Pygoscelis, d'un point de vue juste look. Alors le manchot à jugulaire, on dirait qu'il a effectivement une jugulaire qui passe sous le menton, et donc il n'y a pas à chercher loin, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Il se trouve, moi j'aime bien faire des comparaisons avec l'anglais, que l'anglais l'a appelé pareil, je crois qu'il s'appelle Chin Strap Penguin. Et puis mon petit préféré, c'est le manchot Adélie qui porte le nom de la femme. Il était très galant, ce Jules Dumont d'Urville, qui est un de nos plus grands explorateurs français. Et ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il se trouve que la base française en Antarctique s'appelle la base Dumont d'Urville. Elle porte le nom de cet explorateur qui est le premier français à avoir pris possession de l'Antarctique. C'est une histoire quand même fantastique. Et ce monsieur était très galant, puisqu'il a donné le nom de sa femme à cette terre, la terre Adélie. C'est là qu'est le quadrant français en Antarctique. Et donc ce manchot rappelle cette belle histoire. Alors le manchot Adélie, on va quand même le décrire. Il a vraiment pour le coup la tête toute noire, le bec noir. Il a l'œil surligné de blanc. Il est d'une exquise élégance, le manchot Adélie. Il porte bien son nom. Et c'est vraiment le manchot typique avec un bec assez court. Voilà, c'est cet œil entouré de blanc. Là où le manchot papou, en anglais le Gentoo penguin, donc Pygoscelis papua, lui, il est très beau aussi. Il a 2 espèces de petites virgules au-dessus de chaque œil. Il a un bec rouge. Il est pareil, il est très élégant. Et voilà ce que j'avais à dire sur les Pygoscelis. Alors on peut passer au genre suivant, peut-être le genre Eudyptes, qui est le genre qui regroupe les gorfous, aussi appelés manchots à aigrette. Donc c'est des manchots qui sont très reconnaissables. Ils ont vraiment une silhouette très carrée avec leur gros bec et leurs gros sourcils. Moi, c'est des manchots que je trouve très très drôles à regarder. Ils ont aussi les yeux très rouges. On dirait un peu des petits mafieux. Moi, je les trouve vraiment très chouettes à regarder. On ne peut pas les confondre avec d'autres. On les surnomme les manchots spaghetti. Ils ont effectivement des sourcils qui sont tellement longs, tellement jaunes, tellement fluo, que, moi en tout cas au Chili, il y en a certains qui les décrivaient comme étant des manchots spaghetti, peut-être que ça fait référence à une espèce spécifique. Mais voilà, les gorfous sauteurs en français aussi, il me semble qu'on dit. Et en anglais, on dit rockhopper penguin. Et ce qui veut dire celui qui saute de rocher en rocher. Et c'est vrai qu'ils sont, on va dire, assez adroits, comme beaucoup de manchots bien sûr. Mais ceux-là, voilà, leur nom anglais en tout cas raconte
qui sautent d'un rocher à l'autre. Voilà. Ouais, donc les rockhoppers, c'est qu'une espèce, hein. C'est le gorfou sauteur, qui est un gorfou. Ensuite, tu parlais du manchot spaghetti, je pense que ça fait référence au gorfou macaroni. Alors, je sais pas, peut-être que les Chiliens utilisaient un autre mot pour les décrire, mais en tout cas, voilà, le gorfou macaroni, c'est une des espèces de gorfou. Donc, il existe entre 7 et 8 espèces de gorfou. On les retrouve un peu partout, notamment au niveau des îles subantarctiques, autour de la Nouvelle-Zélande et en Amérique latine. Et d'ailleurs, on va consacrer un épisode sur ces différentes espèces de gorfou et on va revenir justement sur cette appellation de macaroni. Est-ce que tu peux nous parler ensuite des mégadiptes? Parce que là, on a vu les eudiptes, donc c'est, entre guillemets, si on traduit le grec, les vrais plongeurs. Et là, on est sur les mégadiptes, donc les grands plongeurs, les super plongeurs. Alors le genre Megadiptes, c'est un genre un peu mystérieux. Il regroupe une seule espèce, qui est le manchot antipode, qui physiquement ressemble beaucoup à un manchot papou, mais avec la tête beaucoup plus claire et il a un œil tout jaune. Ouais. Et on le retrouve en Nouvelle-Zélande. C'est un manchot qu'on connaît très très peu, hein. Il est très rare. C'est le moins connu des Ouais. 18 ou 19, effectivement. Quand on demande aux gens, c'est vraiment celui que les gens connaissent le moins. Et il me semble que c'est le plus rare et le plus menacé de disparition également. Ouais, exactement. Ouais, on connaît très peu de choses sur lui. Comme il est très menacé, il y a très peu d'études qui sont faites sur lui. Donc voilà, c'est un manchot très mystérieux. Donc il nous reste deux genres, le genre Eudiptula qui regroupe aussi une seule espèce, c'est le manchot pygmée, c'est le plus petit des manchots, hein. C'est un tout petit manchot qui mesure à peine 30 cm, qui vit au niveau des côtes de l'Australie et de Nouvelle-Zélande. En anglais on l'appelle le blue penguin, c'est parce qu'il a des reflets un peu bleutés, donc voilà, c'est un manchot très mignon, tout petit. Ouais, alors là, j'ai deux petits détails à donner et un ami à saluer. Il y a un des premiers bénévoles de Baleines sous Gravillon qui s'appelle Ben et qui travaillait dans un parc national de Nouvelle-Zélande où il y avait ces petits manchots qui sont les plus petits de toutes les espèces de manchots. Et effectivement, ils sont curieusement bleus, d'un bleu assez pétant, d'où le blue penguin. Et ils sont également très rares, ultra protégés. Et le fameux Benjamin, là, c'était son totem dans l'équipe de Baleines sous Gravillon. Et donc, Ben, je te remercie et j'espère que tu vas bien et que tu protèges toujours les Blue Penguins, là, en Nouvelle-Zélande, là où tu es. Du coup, il nous reste un seul genre, c'est le genre Spheniscus, qui regroupe 4 espèces. Donc, c'est le manchot du Cap, le manchot de Magellan, le manchot de Humboldt et le manchot des Galapagos. Donc, c'est des manchots d'assez petite taille qui sont plutôt adaptés à des climats un peu plus doux, hein, contrairement aux autres espèces qui vivent dans des climats un peu plus froids. C'est des manchots qui sont caractérisés par leur dos noir et leur ventre blanc avec une ligne noire qui entoure leur ventre. Et ils ont aussi une espèce de tache rose autour des yeux et du bec qui est en fait de la peau nue qui leur permet d'évacuer la chaleur. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Pour être bien compris de celles et ceux qui nous écoutent, c'est tout simplement les manchots qu'on voit le plus souvent dans les eaux. Et effectivement, ils portent des noms qui font rêver, hein. Aussi, par ailleurs, alors Spheniscus, hein, c'est toujours pareil, hein, ça veut dire en gros le petit coin. C'est eux qui ont donné leur nom à toute la famille des 18-19. Hein, les Sphénicidés portent le nom de ce genre Spheniscus. Je répète, c'est un peu les plus connus. Et tu l'as dit, ce sont ceux qui sont les plus septentrionaux, c'est-à-dire ceux qu'on trouve le plus au nord. Il se trouve, on le sait peu, que l'un des 4, c'est le manchot des Galapagos. C'est tout simplement celui qui vit le plus au nord, c'est-à-dire au plus proche de l'équateur, pour le dire autrement, de toutes les espèces de manchots. Et c'est un Spheniscus, au même titre que le manchot de ces grands navigateurs, le manchot de Magellan, qu'on trouve aussi sur les côtes latino, et le manchot de Humboldt, pareil. Tous ceux qui auront envie de différencier ces espèces qui sont quand même très très connues, le manchot de Magellan qui porte le nom de l'homme qui, le premier, a emmené son équipage autour de la première circumnavigation, hein, c'est-à-dire le premier tour du monde en bateau quand même. Donc ce manchot de Magellan, il a 2 rayures sous sa tête noire. C'est comme ça qu'on le différencie du manchot de Humboldt, qui était l'idole de Darwin, qui était un immense explorateur comme Magellan. Ces manchots portent des noms que je développe beaucoup dans Nomen, l'origine des noms des espèces, parce que c'est typiquement le genre d'espèces qui portent des noms d'explorateurs, de scientifiques célèbres. Humboldt, quand je dis que c'était l'idole de Darwin, c'est-à-dire qu'un siècle avant Darwin,
voilà, les petits-enfants étaient déjà tous passionnés par Humboldt, Alexander von Humboldt, qui a gravi des volcans, des montagnes, qui est allé chercher les sources de l'Orénoque, de l'Amazone, qui a rencontré des piranhas, Il y a toute une littérature sur Humboldt, dont le frère a fondé l'université quand même allemande. On parle de gens qui ont une importance mais stratosphérique dans chacun de leur pays d'origine. Bref, je m'éloigne beaucoup, tout ça pour dire que le Humboldt, il a qu'une rayure noire qui lui passe sous le menton. Et le dernier, c'est le manchot du Cap. Alors lui, c'est celui qui a le pourtour du bec le plus rosé de tous. C'est comme ça qu'on fait la différence au premier coup d'œil avec tous les autres. C'est qu'il a vraiment une partie rose plus marquée et qui va jusqu'aux paupières. Alors lui aussi, il a qu'une rayure sous le cou, mais lui, tout simplement, on le trouve pas au même endroit. Le manchot du Cap, comme son nom l'indique, on le trouve à la pointe australe de l'Afrique. C'est là qu'il vit. Il va pas très bien. Il se marie mal avec les activités humaines, si j'ose dire. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces 4 espèces de Spheniscus qui, je le répète encore une fois, leur nom de genre a donné le nom de cette famille qui veut dire les petits coins, parce que quand ils sont posés à terre, eh bien on dirait en gros une petite encoche, un petit coin noir sur la neige blanche. Mathilde, on a dit qu'il y avait 18 ou 19 espèces de manchots. C'est pas une colle que je te pose. Je voudrais juste faire un petit point route, y compris pour moi, pour mieux retenir. La plupart des espèces vivent sur le pourtour de l'Antarctique. Mais, on l'a vu, il y a des espèces qui vivent encore plus haut. Il y a notamment, justement, tous les Spheniscus, ceux du genre Spheniscus, on a dit qu'ils vivent sur la pointe de l'Amérique du Sud, dans le cas du manchot de Humboldt et de Magellan. Sur la pointe de l'Afrique, il y a l'autre Spheniscus, le manchot du Cap. Le plus septentrional de tous les manchots, c'est le manchot des Galapagos. Et j'ai vu, je me souviens, des gorfous aussi en Amérique du Sud. Donc en tout, c'est moite-moite ceux qui sont en Antarctique, c'est ça la question que je te pose. Il y a le manchot empereur, le manchot Adélie, le manchot papou et le manchot à jugulaire, c'est tout. Tous les autres, ils sont situés au niveau des îles subantarctiques et comme tu disais, voilà, sur les pointes sud des continents, donc le Cap et le sud de l'Amérique latine. Et je me posais une question, c'est que ce mot papou, c'est un adjectif qu'on utilise pour désigner tout ce qui est relatif à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un ensemble d'îles effectivement dans l'hémisphère sud, mais qui est vraiment proche de l'équateur et au niveau de l'Océanie, à un endroit où on n'a absolument pas de manchots. Donc pourquoi on a donné ce nom de papou à cette espèce ? Alors effectivement, c'est une ref directe à la Papouasie. Et l'oiseau a été nommé ainsi car on le trouve dans des îles qui sont situées globalement au sud de la Papouasie. Je pense aux îles Falkland, au large de l'Argentine. Donc les Falkland, si je dis pas de bêtises, en français, ce sont les Malouines. Les îles Kerguelen, la Géorgie du Sud, qui est son principal bastion. Et donc, voilà. Donc lui, clairement, ce papou-là vient en gros des navigateurs qui l'ont situé de cette manière un peu grossière. Son nom anglais, Gentoo, très intéressant, très très belle histoire que je raconte maintenant. À la toute base, ce mot n'a rien à voir avec l'oiseau, avec sa biologie, etc. Il vient du portugais, gentio, je suis pas sûr de bien le prononcer, qui signifie gentil dans le sens de païen, dans le sens biblique de non-juif. C'est ça que veut dire gentil, dans le sens par extension de non-chrétien. Ce mot, voilà ce qu'il veut dire, gentil. Et alors comment il est passé du portugais, qui était de grands navigateurs, à l'anglais ? C'est que les Portugais utilisaient ce terme gentio pour désigner les peuples non musulmans qu'ils rencontraient dans le sous-continent indien par opposition aux Moors, aux Maures, qui eux qualifiaient les musulmans. Et après, il y a quelque chose d'assez classique en étymologie, c'est que les Anglais ont repris ce mot qu'ils ont sans doute pas compris des Portugais. Et en gros, il aurait fait référence soit à un bateau de pêche local de cette région de l'Inde, soit à une réputation de rapidité des coureurs hindous. Donc voilà, là encore, ça se perd un petit peu, mais c'est intéressant de voir ce voyage, ces ponts qu'il y a entre le portugais, les anglais. Leur lien, c'est vraiment que c'était de grandes nations de navigateurs, d'explorateurs, et donc ils se sont piqués des termes, mais parfois en oubliant d'où ils venaient. On a essayé de mettre un peu d'ordre dans papou et dans gentoo, qui désignent la même espèce, en anglais et en français. Parfait, merci beaucoup Mathilde et merci beaucoup Marc pour ces précisions sur la classification des différents manchots. Pour terminer cet épisode, est-ce que vous auriez peut-être chacun une petite anecdote à nous raconter sur une ou plusieurs de ces espèces ?
Moi, je pense que mon préféré, c'est le manchot papou. C'est le seul manchot qui passe pas son temps à se taper dessus. Les manchots, ils vivent dans des grandes colonies assez denses et ils sont tout le temps en train de se donner des coups de bec, se donner des coups d'aile. Et les papous, eux, ils vivent un peu tranquilles. Ils vivent dans des petites pentes herbeuses, ils vivent dans des petites colonies. Ils sont vraiment tranquilles et ils ont l'air vraiment zen quand on les observe comme ça. Et j'ai passé beaucoup de temps à les observer et à mettre au milieu de la colonie et à interagir un peu avec eux. Et c'est mes petits chouchous, quoi. Et moi, je voudrais dire que j'ai brièvement travaillé comme prof de plongée au Chili. Et dans l'endroit où j'ai travaillé, il y avait bizarrement un petit manchot de Humboldt qui d'ailleurs n'était pas noir et blanc, mais brun, voire roux et blanc. Bien que l'espèce soit plutôt noire, hein, ben lui, alors c'était sa première particularité, c'est qu'il était roux, c'était un rouquin. Et surtout, un peu à l'image de ses dauphins ambassadeurs, c'est un manchot qui avait délaissé les siens et qui était devenu la mascotte du club de plongée. Il était venu tout seul. Et il est resté avec les collègues. Je ne suis pas resté longtemps dans cet endroit, mais j'ai plein de photos de moi avec un manchot dans les bras. Donc j'en garde un souvenir assez émouvant de ce petit manchot de Humboldt qui, pour le coup, était très envahissant. Hein. Il était toujours dans nos pattes. Merci beaucoup pour ces super anecdotes. Les seuls manchots que j'ai vus, c'était à Océanopolis, à Brest. Donc j'ai pas beaucoup voyagé pour aller les voir, mais j'espère un jour, si en tout cas ça n'a pas trop d'impact écologique, bien sûr, pouvoir en voir en vrai, voir de vraies colonies, que ce soit au Cap, que ce soit en Amérique du Sud ou même peut-être qui sait en Antarctique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Merci beaucoup Mathilde pour toute cette précision et merci Marc pour les ajouts. Salut Mathilde. Salut. Et salut Marc. Merci Marie-Juliette. Salut. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade! C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.